Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, on la consacre à un auteur nommé O-Great, Ogure Ito, un artiste qui a déjà près de 30 ans de carrière. O-Great, c'est presque une partie de la jeunesse de certains d'entre vous, et d'entre nous aussi, avec Enfer et Paradis, paru en France dès 2002, ou Air Gear en 2006. D'ailleurs, il était venu en France à l'époque, c'était en 2008, ça remonte maintenant. Et il est venu une seconde fois cet été, pendant Japan Expo, et on l'a rencontré. On a passé une 40aine de minutes avec lui, on avait préparé une 20aine de questions, qui ont dû passer par des étapes de validation, et puis sur place, en fait, on a eu le temps que pour poser 6 ou 7 questions, tellement il avait de choses à dire. Et c'est vrai que c'est assez rare quand même, les auteurs qui se dévoilent comme ça. Ouais, c'est vrai qu'il était assez loquace et j'ai trouvé assez détendu dans tous ses propos, donc c'était très cool. Et c'est donc cette interview qu'on vous dévoile dans l'émission aujourd'hui, mais pas seulement, parce que vous imaginez bien, on a eu 40 minutes avec lui, avec la traduction, le temps de s'installer, etc. Ça fait pas une émission, donc on va tout vous dire dans quelques instants, mais on va pas que vous diffuser l'interview, on va discuter de la carrière et de l'œuvre de O-Great. En plus d'Enfer et Paradis, O-Great, c'est aussi le mangaka derrière l'adaptation de Bakemonogatari, ou celui qui vient de lancer il y a un peu plus d'1 an maintenant, Kaijin Fugeki. Promis, on fait le point sur sa bio juste après le générique. O-Great est au cœur de cette 5e de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas d'O-Great. Salut Johnny, salut Julie. Salut. Salut. Et salut Cagnard. Aujourd'hui, Cagnard, tu seras la voix d'O-Great. La voix française. Tu es la voix française officielle d'O-Great. Oui, je serai le comédien de doublage de O-Great. Alors oui, j'ai une petite carrière, quoi. J'ai fait Bourville, mon vélo. Je sais faire un mec du 9-5 aussi. Bien ou bien. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été décidé que je pouvais doubler O-Great. Voilà, maintenant vous avez la voix en tête. Quand Cagnard parle, ça sera O-Great, normalement. Sauf s'il a vraiment à un moment donné envie de nous clasher, mais sinon, c'est bon. Ça, c'est une nouvelle info que tu m'avais pas donnée. Je peux intervenir en tant qu'O-Great, du coup. Oui, directement. Et là, on va avoir peur, quoi, O-Great nous a... Si vous nous découvrez seulement maintenant, nous sommes la 5e de couve, le podcast manga hebdo depuis 10 ans maintenant, donc scrollez un peu sur vos apps podcast, il y aura toujours une émission pour vous, et merci beaucoup de nous soutenir en écoutant l'émission bien sûr, puis si vous aimez ce qu'on fait, c'est important, laissez un commentaire, laissez une note ou partagez l'épisode autour de vous. O-Great, donc O-Great de son vrai nom, Ito Ogure, c'est un mangaka né en 1972, et il faut qu'on explique son pseudo un instant, son nom est donc Ito Ogure. Si on inverse, ça donne Ogure Ito. Si on le dit très vite, si on le prononce avec style, on fait Ogure Ito, Ogure Ito, oh great, et voilà. Non mais c'est oui, non mais c'est la vraie histoire. C'est pas une blague. On se moque pas de toi, on le sait. C'est pas comme dans Game of Thrones. All the door, all the door. C'est la même chose. Voilà. Bref, avant d'être un génie du dessin qu'on connaît, il y a une légende qui circule sur ses débuts. À l'époque, il aurait été accro au pachinko. Dans sa jeunesse, c'est des machines à billes ultra populaires au Japon, très très bruyantes. Et sauf qu'il aurait accumulé des dettes de jeu et pour s'en sortir, il aurait décidé de tenter de gagner un concours de manga. Bon, c'est pas vraiment une légende, c'est vrai, non ? Bah, on lui a pas posé la question, il me l'a pas raconté à moi. Oh, donc putain, moi je reste sur le fait que c'est vrai. Moi je mets toujours du conditionnel, tu vois, quand je suis pas certain à 100%. Puis après il est dans le porno, enfin il a dessiné du porno. Et oui, et c'est comme ça qu'il est rentré dans ce monde-là du mangaka, un peu par nécessité, un peu par coup de destin. Et on peut dire que les dieux du jeu étaient avec lui ce jour-là. Et qui dit jeu dit souvent ce qui déborde. Hein. Donc au départ il s'est fait connaître dans le milieu du doujin et du manga érotique. Ce sont ses premières publications et ainsi il a forgé son style
Et c'est comme ça qu'on arrive ensuite à Tenjo, Tenge ou Enfer et Paradis chez nous, où il explose vraiment à la fin des années 90 à un manga d'arts martiaux, Enfer et Paradis, qui est violent, qui est sensuel aussi, mais surtout avec une mise en scène bien explosive. Quand la série arrive en France en 2002, ça devient assez vite une rêve pour une génération de lecteurs. Alors de lecteurs mecs, on vous cache pas. L'animé a aussi aidé, évidemment. Puis quelques années plus tard, il enchaîne avec Air Gear, un shonen qui est complètement débridé sur le roller, la liberté et la vitesse, avec Ty Chris qui faisait des sortes de préfaces. Ouais, exactement. Et c'est un concentré de ce qu'il aime. Air Gear, il y a les corps en mouvement, le dépassement, le style. C'est ça, c'est le style aussi beaucoup au Great. Puis il y a aussi ensuite Björk Trinity. Et après, il passe à quelque chose de plus cérébral, peut-on dire, mais tout aussi visuel avec Bakemonogatari, l'adaptation du roman de Nishio Isin. Et là, c'est assez somptueux, il est assez loin, l'auteur de Hentai qui a fait Enfer et Paradis quand on regarde Bakemonogatari. Puis aujourd'hui, il continue d'expérimenter avec sa série Kaijin Fugeki, qui est un mix de manga d'aventure fantastique, de style kaiju, yokai et mecha. J'avais des vibes mecha en lisant ce manga et des compositions assez folles dans le tome 2 ou 3, je crois, le loup qui tient l'épée qui est assez incroyable. Beaucoup d'intensité et toujours cette idée que le dessin c'est du mouvement, puisque pour combattre les personnages dansent littéralement. C'est vraiment c'est leur super pouvoir quoi. Ils dansent et ça crée c'est très technique dans ce manga mais ça marche quoi. Et il a donc transformé sa dette en art et quand on l'a rencontré Joe, je sais pas si tu te souviens, moi je l'ai trouvé super nerveux. Je sais pas, j'ai pas eu cette impression, je pensais qu'il était assez étendu mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, il tremblait un petit peu sur sa feuille parce qu'on lui a envoyé les questions en avance et il disait ah oui mince c'est vrai j'ai répondu à cette question mince qu'est-ce que j'ai dit, mais ça n'empêche que ça transpirait la cool attitude et un peu et n'empêche la détente parce qu'il tremblotait un peu mais ça sentait pas quoi. Ouais mais parce que je pense qu'il était pas super habitué aux interviews tout simplement et truc très marrant, donc comme on lui avait envoyé les questions en avance qui ont dû être validées, alors on n'a pas eu de questions qui ont été retoquées, on n'a pas non plus tenté de poser des questions complètement folles. On lui a pas dit alors le pachinko et alors on aime dessiner les filles sans vêtements Il aurait fallu intituler l'interview comme ça, c'est pachinko, dette de jeu, porno, bienvenue dans l'enfer de O'Great. Donc non, évidemment on n'allait pas tout de suite, en tout cas on a essayé d'y venir, vous verrez à la fin de l'émission, mais on a voulu parler de sa carrière de façon tout simplement, et il avait pris plein de notes sur sa feuille, et donc on lui a posé une vingtaine de questions avec 6 ou 7 qu'on a eu le temps vraiment d'aborder avec lui. Mais on était un peu frustrés parce qu'on voyait qu'il avait répondu à l'écrit à toutes nos questions avec Joe. On s'est dit, envoie-nous la réponse. Du coup, on peut lui piquer sa feuille ou pas? Et on l'a pas fait. Ça devrait se tenter. On est resté sérieux. On verra plus tard. Sérieux. C'est pas grave. Exactement. Bon, commençons. Écoutons dans quelques instants Monsieur O'Great. Et on a commencé l'interview en lui parlant de Air Gear, évidemment. Air Gear, c'est 37 tomes. C'est 19 tomes aujourd'hui avec la réédition qui est en cours chez Pika. C'est sorti entre 2002 et 2012. Ça ne nous rajeunit pas. Air Gear, le résumé de l'histoire. Pour échapper à la gravité et transformer la ville en un immense terrain de jeu, un nouveau sport fait son apparition, c'est l'Air Trek. Des rollers d'un nouveau genre sont à ce moment-là nés et ils intègrent un moteur de petite taille extrêmement puissant. Et Ichiru n'a que faire de cette discipline jusqu'au jour où les Skull Sailors, des adeptes d'Air Trek, s'en mêlent. Et pour les vaincre, il devra lui-même maîtriser l'Air Trek et 4 sœurs seront des alliés aussi inattendus que puissantes pour l'aider dans cette aventure. Air Gear, qu'est-ce que vous gardez en tête à propos de ce manga ? Moi, c'est un peu ma période d'âge d'or, je dirais. C'est l'âge d'or des shonen à cette époque. J'en achetais vraiment beaucoup. J'allais chez mon libraire, j'en avais une vingtaine à chaque fois. Et pour le dire franchement, j'ai rêvé d'être Iki, d'avoir une copine, ma copine l'hirondelle, de faire des combats de roller dans ma cambrousse, parce que j'étais à la campagne. Donc pour moi, tu me mets ça, c'est comme si je rêvais en réalité, quoi. Tu rêvais que Simka était ton amoureuse ? Ouais, non mais vraiment. Et en plus, il y avait l'anime que je regardais pas mal, mais je regardais pas tant pour les dessins, mais c'était surtout pour la BO qui était vraiment très J-Rock stylé, et bien sûr le fanservice quoi. Pour un jeune gamin de 15 ans, on est un peu dans le fanservice osé, c'est assez cool. Et pour toi Julie? Non je rigole, alors salut, je suis un lecteur mec, parce que moi Air Gear en fait ça m'est passé complètement à côté et j'étais plus
Tenjo Tenge. J'étais les sports de combat avec des nénettes en très 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 petite tenue. Je suis désolée, ça m'est beaucoup resté quoi. Et encore pas grand chose. Enfin finalement c'est des flashs, des souvenirs comme ça. Mais ça m'a plu. Enfin c'est vrai que Enfer et Paradis m'a beaucoup plus marqué que Air Gear. Je sais pas pourquoi. Et la première question est quand même sur Air Gear. Voilà, mais il va parler d'Enfer et Paradis, tu vas voir. Première question qu'on lui a posée, Monsieur O'Great, en France, Air Gear a marqué toute une génération. Avec le recul, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette œuvre? Qu'est-ce que vous referiez éventuellement autrement, ou au contraire, à quoi vous ne toucheriez pas dans Air Gear? Alors pour moi, Air Gear est une œuvre très importante, une sorte de tournant, car c'est sans doute avec celle-là que j'ai trouvé mon propre style. C'est aussi une œuvre complémentaire d'Enfer et Paradis. En fait, les deux titres se répondent. Enfer et Paradis est un manga de combat très classique, fondé sur les arts martiaux anciens. Alors attention, pas forcément le karaté, mais ceux plutôt traditionnels. Et de l'autre côté, avec Air Gear, je voulais créer un contrepoint, quelque chose d'inspiré de la pop culture moderne, de plus stylé, de plus cool et aussi de très dynamique. C'est de cette idée qu'est né le projet à la base en fait. C'est vrai qu'on garde ça, Joe, en tête. Le cool avec Air Gear. C'est vrai que c'était assez cool et t'as l'impression que c'était une sorte de laboratoire stylistique. Il a libéré son trait, il a commencé à expérimenter la mise en page, les perspectives impossibles, les planches pleines d'énergie cinétique. On est dans un combat de roller, donc ça bouge, on est dans l'air. Les roues, ça renvoie de l'énergie. Ça va très vite et je pense que ça l'a bien aidé dans ce truc de début, j'expérimente. Moi, je trouve que c'est... Quand tu regardes maintenant, c'est un manga qui était vraiment à fond en résonance avec son époque. Il y a eu toute une vague de hip-hop, de street art, le Japon a commencé à s'intéresser à ces cultures qui étaient surtout américaines à la base. Et je pense qu'il a vraiment répondu, il a pris la balle au bon à ce moment. Et en fait, on est à fond dans une ambiance japonaise de la fin des années 90. Et il le dit tout de suite, il fait ce parallèle Enfer et Paradis, Air Gear. Enfer et Paradis, c'est des arts martiaux anciens et presque spirituels, on va dire, alors que Air Gear, c'est vraiment la modernité, la culture urbaine, le pop, même si, avec du recul, il y a quand même de la culture urbaine dans Enfer et Paradis, il y en a énormément, que ce soit en termes de tradition et de combat, mais on voit les combattants, on est obligé de penser à la culture urbaine, c'est sûr. Parlons de culture urbaine, nous à l'époque, si on se remet un peu dans l'idée, quand on était jeune, on était très new metal. Je sais pas si vous vous souvenez du new metal. C'était pile poil 2002, un peu avant aussi encore, mais on était dans cette période-là. Deuxième question, on reste sur Air Gear pour O'Great. Air Gear qui explore donc la liberté, la rébellion, la technologie, des thèmes qui résonnent évidemment chez la jeunesse française. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette série? Est-ce que vous aviez, je sais pas, un message à transmettre? Est-ce que vous étiez un rebelle par exemple? Je ne sais pas si j'étais vraiment un rebelle, mais je n'étais certainement pas un bon élève. En fait, je séchais souvent les cours pour aller pêcher, ou je prenais ma moto et j'allais faire un tour dans une autre ville, comme ça, sans raison. En fait, je pense que je confondais un peu ce genre de comportement avec la liberté. Avec le recul, c'est un peu ce qu'on appelle au Japon le shunibyo, le syndrome de l'ado qui se croit spécial. À l'époque, je trouvais ça super cool, même si aujourd'hui, je trouve ça un peu ridicule. Et est-ce que vous laisseriez faire vos enfants s'ils faisaient la même chose? Ah non, pas du tout. Alors faut savoir que ma ville natale, elle était vraiment à la campagne. Il n'y avait rien, même pas de graffiti. Mais quand je suis allé à Tokyo pour la première fois, j'ai découvert le graffiti et la culture urbaine. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyablement stylé. Bien sûr, beaucoup d'adultes voient ça comme du gribouillage ou quelque chose qui gâche le paysage. Mais moi, je trouvais ça véritablement beau. Et j'aurais aimé qu'il y en ait davantage.
Peut-être qu'au Japon, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait dire, mais c'est vraiment dans cet état d'esprit que je dessinais à l'époque. Johnny, le shunibyo, qu'est-ce que c'est ? Ce qu'on appelle le shunibyo, c'est cette envie vraiment de se croire spécial, et c'est aussi ce qui anime ses héros au final. Ikki dans Air Gear, c'est exactement ça, c'est un gamin persuadé qu'il peut voler et qui finit par le faire parce qu'il a osé rêver, il a osé défier la gravité. Dans l'interprète au moment de l'interview avait aussi traduit shunibyo par Peter Pan. Est-ce que ça marcherait aussi ou pas ? Ou c'est pas dans cet esprit-là ? En fait, shunibyo, c'est vraiment la maladie qui te tombe dessus quand tu es en 2e année de collège. Et donc, c'est vraiment les ados qui sont à fond dans leur trip et dans leur bulle, et qui donc des fois s'imaginent en grands héros de telle saga ou de telle série. C'est des personnages qu'on voit souvent dans des séries un peu parodiques, comme Komi cherche ses mots. Il y a un personnage qui incarne totalement cet état d'esprit-là. Et c'est marrant parce que c'est vraiment quelque chose qui est resté, qui a été créé donc dans les années 90 et qui depuis est devenu une espèce de genre à part, ou bien une pique pour rappeler que c'était vraiment dans ces années-là que est né ce phénomène de les ados qui prennent le pouvoir, qui prennent en tout cas la culture à pleine main pour se l'approprier, quoi. Le shunibyo, c'est après le je veux un scooter. C'est peut-être avant même. Après c'est marrant que du coup c'est le bio de maladie. Oui, ouais, oui. En fait, non, il y a deux retranscriptions possibles, mais il y en a une, c'est clairement la maladie, comme si c'était un symptôme, et il y en a une autre que j'ai oubliée, je suis désolée, mais qui, en fait, il y a aussi un jeu de mots en fait sur ce terme. Mais moi, je trouve que c'est super vraiment d'avoir cet auteur qui fait son autocritique, parce que, déjà, ils sont rares à revenir volontairement et de façon très humble sur leur carrière, et je trouve qu'il a vraiment un regard attendri sur la jeunesse, sur ce que lui a pu faire, parce qu'il a commencé sa carrière très jeune aussi, et je pense qu'il y a vraiment une part de lui qui était, comme je disais tout à l'heure, en résonance avec la jeunesse de l'époque, quoi. Et donc, je veux juste revenir sur Ikki, le héros de Air Gear. Il est totalement 100% shunibyo pour toi ? Ouais. Ah oui, largement. Non, mais il nous l'a pas exactement dit comme ça, mais du coup, c'est ce qui, effectivement, l'a poussé. C'est aussi pour ça qu'il nous parle de ça à ce moment-là de l'interview. C'est aussi parce qu'il y avait de ça dans Air Gear, et pour analyser l'œuvre et la revoir, en fait, des années après, parce que, elle a quand même sacrément vieilli, hein, même si là, on voit la réédition, on la voit aujourd'hui. On voit ce qu'il fait sur Kaijin Fugeki, on voit ce qu'il fait sur Air Gear, on fait. C'est pas pareil, hein. Ah non, c'est sûr. Il y a clairement un monde entre les deux, un monde dans lequel il a créé Bakemonogatari, le manga. Alors Bakemonogatari, avant d'être un manga, c'est un roman qui a eu énormément de succès au Japon. Aujourd'hui, c'est un manga donc complet, qu'il a adapté, qui fait 22 tomes. C'était entre 2018 et 2023 qu'il l'a réalisé. Le résumé est le suivant. Koyomi, un lycéen banal, vit jusqu'à sa rencontre avec une vampire légendaire qui, en le mordant, lui transmet les mêmes pouvoirs qu'elle. Et un jour, il rattrape Itagi alors qu'elle chute dans les escaliers, et quelle n'est pas sa surprise quand il découvre son étrange secret. Elle ne pèse pratiquement rien. Très vite, Koyomi réalise qu'une entité chimérique a pris possession de sa camarade, et il va alors tout mettre en œuvre pour lui venir en aide. Quel regard vous portez aujourd'hui sur Bakemonogatari ? Alors, moi, j'aime beaucoup déjà l'œuvre de base de Nishio Ishin, et j'avais beaucoup aimé l'adaptation animée qui avait été faite. Et quand il a adapté en manga cette série, ça a été vraiment l'occasion de redécouvrir le style de Great pour moi, que j'avais toujours tu l'avais lâché en 2006, t'avais regardé le début de Air Gear, et puis t'avais dit on verra plus tard. Oui, on verra plus tard. Et du coup, je trouvais que vraiment il avait... que cette adaptation manga est particulièrement réussie, qu'il a réussi à trouver son chemin dans cette espèce de... c'est très compliqué aussi à résumer comme œuvre, parce qu'il y a tellement de thématiques qui s'entrecroisent. C'est le bordel. Et t'as à lire, hein. Après, t'as à lire. Oui, il y a beaucoup à lire, et moi je suis très contente du résultat maintenant que la série est finie. C'est à la fois une redécouverte de l'œuvre et en plus de O-Great en tant que mangaka. Sachant que c'est une saga au Japon, Bakemonogatari et tous les dérivés, qui est mais qui est monumentale en termes de licence, de poids que ça a, quoi. Ouais, complètement. Et puis encore une fois, c'est très drôle parce qu'il a
son parcours est jalonné de rencontres avec la culture otaku, enfin, ou la culture plus globale. Donc, oui, il y a le street art et tout ce que les dérivés, on va dire, mais là, c'était vraiment la culture otak pure. Enfin, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas de plus concentré plus fort que, à part peut-être Gundam, tu vois, enfin, qui est une espèce de contrepoids, parce que là il y a beaucoup plus de romances et d'histoires avec tout un harem de filles qui sont possédées par des chimères, mais c'est vraiment quelque chose de très qui a beaucoup marqué la culture en tout cas, la culture otaku au Japon. T'en dis quoi, Joe? Moi, je l'ai pas senti spécialement otaku. J'ai pas eu une vibe de. J'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un de très cultivé, mais pas spécialement otak dans le sens primaire du terme. Non, mais je vois ce que veut dire Julie, parce que moi, c'est un peu ce qui m'a perdu. Je l'ai pris un peu comme une parenthèse dans le O-Grade que je connaissais. Visuellement, bah, c'est sympa, c'est du O-Grade, il y a rien à dire dessus. Même là, on sent que il y a l'évolution du dessin. Il y a, alors, je dis un truc bizarre à chaque fois quand on parle de manga, mais il y a ce vrai contraste noir et blanc qu'on peut retrouver dans du Kaneko, par exemple. On a vraiment des grands noirs et des grands blancs. Et lui, il arrive à le mettre en scène avec son dessin dans Bakemonogatari. Mais j'ai pas été emporté, en fait, par le reste. Je pense que c'était aussi une période où j'ai pas voulu être emporté. Et à mon avis, si je le relis aujourd'hui, ce sera différent. Je pense que je vais le relire. Eh bien, on lui a posé une question sur Bakemonogatari. On lui a demandé si adapter Bakemonogatari, une œuvre aussi dense, aussi littéraire, c'était vraiment un pari risqué. Qu'est-ce qui l'a attiré sur le projet et comment vous avez abordé cette adaptation? Bakemonogatari était déjà une œuvre culte solidement établie et incroyablement populaire au Japon. 10 ans avaient passé, le titre avait mûri chez les fans et pris encore plus d'ampleur. Objectivement, c'était un projet sur lequel on ne devrait pas poser les mains. Quoi qu'on fasse, il y aurait forcément des mécontents. Et c'est justement pour ça que j'ai eu envie de le faire. Il devait y avoir en moi une petite partie de rébellion. Pendant près de 10 ans, j'ai travaillé sur Air Gear et Enfer et Paradis en parallèle, avec un rythme de travail très soutenu. Ensuite, avec Björk Trinity, publié dans un mensuel, j'ai commencé à sentir mon rythme qui ralentissait, que je rouillais un peu. Alors quand l'occasion s'est présentée, je me suis dit que c'était le bon moment pour me remettre dans le bain. Il y avait une fête pour les 30 ans de carrière de Monsieur Araki, et c'est là que j'ai rencontré Nishio Ishin. On s'est bien entendu, on s'est revu plusieurs fois, et j'ai fini par lui dire que j'aimerais vraiment travailler sur Bakemonogatari. Il ne m'a pas répondu oui, mais il n'a pas dit non non plus. Alors j'ai pris ça pour un accord. Attendez, vous voyez ce truc de fou? On a quand même quelqu'un de Joe en face de nous qui fait ouais, alors j'étais à l'anniversaire d'une fête des 30 ans de carrière de Araki. Pardon, j'avais envie de lui dire pardon, mais il y avait qui? J'avais envie de poser trop de questions. Genre, il y avait qui? Et vous buvez quoi? Et vous mangez quoi? Et je trouvais que c'était complètement fou ce moment-là, ouais. Bah après, moi je trouve que ce qui est dingue aussi, c'est de voir la bête de dessinateur. Le gars, il fait 2 séries en parallèle pendant 10 ans. Et il tombe sur du mensuel et il trouve que c'est trop lent, quoi. Enfin, genre, ouh là là, c'est plan-plan, il faut que je revienne sur un rythme hebdomadaire. Je rouille. Je rouille. Et je trouve que c'est fou, surtout quand on voit les résultats. On n'a pas du tout l'impression que c'est quelqu'un qui avait une masse de travail aussi énorme. Une planche par jour en même temps. Ouais. Je comprends, moi. Là, avec ce que vient de dire Julie et justement ce que lui vient de dire dans l'interview, c'est on retrouve son côté joueur. On ne sait pas si c'est inconscient ou pas, mais dans tout ce qu'il dit, ça transpire la jovialité. Le mec, ne serait-ce que le début de la collaboration, il dit que Nishio, il a pas dit oui, mais il a pas dit non. Alors c'est bon, on va se lancer. Et d'autant plus qu'il sait que le projet est risqué et que ça va faire forcément déplaire au parti public. Et bien,
précisément, c'est ça qui le stimule justement. Il veut le faire. Et c'est un peu l'instinct, au final, l'instinct rebelle, le même instinct rebelle qu'il avait au début, mais au service cette fois-ci d'une œuvre beaucoup plus mature. Ouais, c'est l'instinct et il y va quand même. Hein. Oui. Après... c'est vraiment courageux, je trouve, de se lancer là-dessus. Oui, et puis après, quand j'ai écouté les extraits de votre interview, j'ai trouvé qu'il prenait les pincettes quand même. Il savait très bien, il avait beaucoup d'appréhension pour aller sur ce projet-là. Mais comme dit Johnny, c'est pas ça qui l'arrête, tu vois. Et je suis très contente parce que il évoque quand même le texte original comme point de départ. Et c'est vraiment une réflexion que moi j'avais fait, que j'avais eu en lisant. Mon ressenti, c'est que Bakemonogatari, c'est une réflexion sur le langage, sur le pouvoir des mots, les limites du langage, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et donc finalement, c'est une œuvre qui permet aux lecteurs, qui sont en général des jeunes lecteurs, de sentir qu'ils ont du pouvoir sur leur vie. Et donc c'est vraiment une réflexion très profonde sur les fonctions du langage et de comment tu peux t'en sortir une fois que tu le maîtrises. Et c'est intéressant parce qu'à partir de là, dans l'interview, on va se rendre compte que il développe des idées incroyables. Il réfléchit beaucoup. La question suivante est d'ailleurs sur son style graphique au niveau de Bakemonogatari, un style graphique très distinct, ornementé, dynamique. Comment avez-vous trouvé le juste équilibre entre votre signature visuelle et l'univers de Nishio Ishin ? Est-ce que vous avez ressenti une pression particulière aussi à l'idée d'adapter cette œuvre ? C'était vraiment une question difficile à résoudre. Bakemonogatari avait déjà connu un succès tel qu'il était devenu un genre à part entière, avec tout un imaginaire déjà bien établi. Quand j'ai repris la série, elle n'appartenait déjà plus seulement à Nishio Sensei, mais aussi aux lecteurs et aux spectateurs. Je ne voulais surtout pas abîmer cette image qui faisait partie de leur mémoire collective. Il y avait aussi l'anime, bien sûr. Même si je m'étais appuyé sur cette version, j'aurais été prisonnier de son esthétique. J'étais conscient des risques et des contradictions que cela pouvait créer. Alors j'ai choisi de m'en détacher et de repartir du texte original, du roman même, pour recréer mon propre univers à partir des mots. Évidemment, comme c'est une adaptation en manga, ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense que la rédaction avait sans doute son mot à dire. Et alors là, il y a son Tanto qui était à côté, qui intervient, qui dit quoi ? Nous ? Non, mais pas du tout. On n'a rien dit. Ah, vraiment ? Rien à redire. Bon, tant mieux alors. Bakemonogatari est une œuvre très ironique, presque cynique, avec une fin sombre qui reste pourtant en happy end. Pour traduire cette ambivalence, je me suis dit que l'image devait être sombre, avec un contraste fort entre le noir et le blanc. C'est ce qui a guidé tout le style graphique du manga. Qu'est-ce que tu as à en dire, Julie, à ce sujet ? Moi, je trouve que c'est vraiment formidable parce qu'il a réussi à avoir son propre langage graphique pour répondre à un roman qui parle du langage. Donc c'est quelque part, c'est encore une fois une espèce de rencontre incroyable entre deux personnes, deux univers. Je sais pas, après il nous a pas dit, mais j'espère qu'il a eu des bons contacts avec avec l'auteur du roman, quoi. Mais oui, ça avait l'air, en tout cas de la manière dont il parlait de Nishio Ishin, ils avaient alors pas l'air potes, mais ça avait l'air d'aller très bien, quoi. Il y avait pas de... J'ai pas senti de malaise, en tout cas. Non. Et puis là, ce qu'il décrit, c'est vraiment il avait une véritable intention artistique derrière le projet. On n'est pas dans du copier-coller, il le dit, il voulait pas simplement adapter Bakemonogatari, il voulait le recréer à travers son propre prisme visuel. Et c'est ça qui est assez fou. Mais alors, moi, on m'aurait dit, après Enfer et Paradis, après Ergir, après Björk Trinity, c'est O-Great qui va faire Bakemonogatari, je me serais un peu marré. J'aurais pas cru. Pour moi, les personnalités ne collaient pas.
Après, ils ont quand même... quand tu vois la trame, c'est quand même une romance avec un fond de... Il n'y a pas beaucoup d'action, contrairement à ces autres séries, ça c'est vrai. Mais il y a quand même ce garçon qui se débat dans cette horde de filles toutes plus barrées les unes que les autres. Et ça crée des situations étranges, ça crée des situations... on ne sait pas, il faut qu'il marche sur des œufs, il ne sait pas à quel moment il va se faire croquer ou pas, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça très réjouissant. On a continué sur Bakemonogatari. On lui a demandé si certaines scènes ou personnages ont posé un vrai défi graphique et si oui, lesquels. En fait, concernant uniquement le style graphique de Bakemonogatari, j'avais déjà expérimenté un prototype de ce style dans Enfer et Paradis. Il y a un arc que nous appelions officieusement bien sûr Super Passé, situé à l'époque d'Edo, et c'est le style que j'ai ensuite directement utilisé pour Bakemonogatari. Ce style, je l'adore depuis longtemps. On n'utilise quasiment pas de trame, on ne travaille qu'en noir et blanc, avec des lignes très nettes. Mais je n'avais pas eu beaucoup l'occasion de l'employer jusque-là. Même dans Enfer et Paradis, le rendu était complètement différent. Comme je voulais absolument concrétiser ce style et que ça collait parfaitement au thème de Bakemonogatari, j'ai décidé de l'adopter. Et donc voilà, c'est ça, c'est le style que vous voyez dans Bakemonogatari. Et le style est vraiment très différent. Aujourd'hui, si on relit Enfer et Paradis, qu'on enchaîne, même la fin d'Enfer et Paradis, et qu'on enchaîne directement avec Bakemonogatari, on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 40 ans de différence entre les deux œuvres ou quoi ? Ouais, en plus là, il nous dit qu'il a un peu la flemme de chercher un nouveau style au final, mais c'est pas vrai parce que c'est carrément différent d'Enfer et Paradis. Et voilà, au final, c'est pas qu'un virtuose du fanservice ou du dynamisme, il sait aussi utiliser le contraste visuel à très haut niveau. Il n'y a pas de trame, il n'y a pas de fioriture, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment du noir et du blanc et du net. Avec quand même un peu de fanservice aussi dans Bakemonogatari. Oui, toujours. Mais pas que. Ouais, mais c'est quand même quelque chose qui a beaucoup guidé sa carrière. C'est une de nos questions qui va suivre, mais oui. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez présent, et on arrive aujourd'hui et on le voit toujours dedans à Kaijin Fugeki. Kaijin Fugeki, c'est déjà 6 tomes aujourd'hui au Japon, c'est sa nouvelle série, c'est en cours depuis 1 an et demi maintenant. Le résumé de Kaijin Fugeki, c'est celui-ci: on est dans un futur lointain, très lointain. Des catastrophes surnaturelles nommées nocturnes menacent la Terre sous forme de créatures monstrueuses et à l'image de sortes de dieux, et seul rempart face à elles sont ce qu'on appelle les Fugeki, des sortes de chamans qui dansent pour puiser l'énergie spectromagnétique, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, spectromagnétique, qui confère aux dieux leur pouvoir et ainsi exorciser ces calamités. Et parmi eux, 2 jeunes hommes, l'un se nomme Jin et il habite une petite bourgade de la campagne japonaise qui a l'air d'être au milieu de nulle part, et l'autre s'appelle Gao. Gao, il a fui son pays natal, l'Empire britannique, après avoir perdu une bataille contre la Nocturne des Typhons qui lui a arraché sa mère, qui était elle-même la commandante de toute cette armée, qui lui a donné le commandement sur la fin, et liés par le destin, tous deux vont donc s'allier pour empêcher la fin du monde. Qu'est-ce que vous avez pensé des premiers volumes de ce manga ? C'est assez... comment dire ? Ça va dans tous les sens. Oui, enfin, on en avait parlé à sa sortie. Et moi, j'avais beaucoup aimé, et j'aime beaucoup, et je m'y attendais pas, parce que, comment dire, on se dit bon, qu'est-ce que ça nous réserve, parce que au final, c'est une épreuve ce titre. Je trouve que c'est vraiment l'occasion de voir si le style de Great, son regard, a toujours un écho auprès d'un lectorat, alors qu'il soit jeune ou qu'il ait vieilli avec lui. Et au final, on n'est pas déçu de ce qu'il nous présente, quoi. Et alors, moi j'ai fait l'exercice vraiment de refermer le tome 3 de Kaijin Fugeki et de commencer l'équivalent du tome 3 de Air Gear. Et j'ai fait oui, ça c'est pas la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas du tout les mêmes. Non, mais alors c'est vraiment très 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 beau Kaijin Fugeki. Il y a des doubles pages visuelles qui sont assez incroyables, et j'ai vraiment eu cette sensation d'être dans un manga de science-fiction plus qu'un manga fantastique. Je sais pas si je suis par rapport, j'ai eu ce sentiment de manga de type les héros de la galaxie ou certains Gundam, tu vois, j'avais vraiment les mêmes vibes que quand je lisais un manga de mecha.
Oui, parce que en fait, il mélange tellement de choses et c'est génial parce que, j'ai pas envie de spoiler, mais au tome 3, tu apprends un peu plus sur cet univers, le moment où ils sont et l'endroit où ils sont, et c'est tellement bien. Enfin, je sais pas, c'est bateau ce que je vais dire, hein. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi c'est une façon pour lui de mettre une espèce de taquet à l'ambiance actuelle le technofuturisme. Et là, genre, non, les chamans. Faut danser pour éviter que les dieux ils viennent nous péter la gueule. Et moi j'ai dit oui, parce que le corps, la sensualité, il faut remettre ça, il faut insuffler ça dans des productions. Enfin, parce que on va dire au sens global, le manga c'est devenu aussi un truc très bateau, très commercialisé, très copié. Et là, il a vraiment une idée, des concepts qui sont puissants. Et je trouve que ça se retranscrit aussi graphiquement. Quoi. D'autant que Kaijin Fugeki c'est prépublié dans le Shonen Magazine, qui est donc le vaisseau amiral de Kodansha au Japon, donc l'adversaire, si vous voulez, du Weekly Shonen Jump. Donc on est sur un magazine commercial à fond, et effectivement retrouver un manga de ce type aussi complexe, parce qu'il est pas simple à comprendre, hein. Le tome 1, franchement, t'as pas pigé l'univers, hein. Non, tu comprends rien. Au 3, ok, tu l'as, mais au tome 1... Mais encore. Ouais. Mais au tome 1, il y a plein de trucs qui t'échappent, quoi. Pour moi, il a un peu surfé sur Danse avec les stars au tout début. mais c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est le foutoir scénaristique et visuel dès le départ. C'est pas négatif ou positif ce que je dis, c'est juste vraiment là de prime abord quand on le lit. Moi, quand je l'ai lu, j'avais mal aux yeux. Je me suis dit, il faut vraiment que je me plonge dedans parce que c'est le foutoir et au final, on y prend goût rapidement. Mais c'est vrai que je me suis dit, je vais pas lire un tome tous les 2 mois. Toi, je vais préférer lire tout d'un coup pour que mes yeux restent habitués et pas changer de manga, de série, parce que c'est vrai que le début, il faut s'accrocher. Moi, je me suis dit, c'est trompé de format. Normalement, c'est un grand format pour faire des planches aussi riches, aussi construites. Qu'est-ce que t'as pensé au moment où t'as vu la lycéenne bicéphale ? Ah non, là, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai bien vu déjà comment il fait pour la dessiner ? Comment il fait pour faire les trucs ? Je fais, ah oui, d'accord. Mais même, en plus, quand elle arrive, genre tout le monde trouve ça normal, quoi. Il y a pas de questions, il y a pas de débat, genre et il y a pas de blague dessus, il y a pas de deux têtes. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, voilà, c'est une lycéenne habillée en lycéenne qui a juste 2 têtes. Et 2 personnalités. Deux personnalités. C'est 2 lycéens. Mais avec un seul corps. Ouais. Voilà. Et tout a l'air normal. Ouais. Et à un moment donné, elle met un double casque. Enfin, un monocasque, mais sur cette double casque. Du coup, tu te dis comment c'est possible. Non, mais c'est vrai qu'elle a très bonnes idées dans ce manga et c'est assez fou. Il y a des trucs complètement malades, et même les réflexions qu'elle a, cette lycéenne bicéphale, tu te dis mais attends, non mais elle est pas que lycée, enfin c'est pas possible, il y a un truc, il y a un truc derrière, quoi. Après je pense qu'on va le développer un peu après parce qu'il va répondre à certaines questions, mais c'est ce qui est très réjouissant aussi, c'est que encore une fois il a de la complexité et il aime vraiment avoir des intrigues un peu plus poussées, même si on peut les réduire très facilement en disant c'est des ados qui combattent le mal, c'est des ados qui découvrent l'Air Trek et qui font des battles, mais il va toujours étirer la matière jusqu'à ce que ça devienne des questions philosophiques, des questions vraiment vitales pour les personnages de ces univers-là. Donc c'est, moi j'étais vraiment j'allais dire époustouflée parce que je pensais pas qu'il y avait autant de profondeur dans ce qu'il mettait dans ces scénarios, quoi. Avec des personnages toujours aussi what the fuck. Je sais pas si tu te souviens de Joe Buka au début dans Air Gear, le mec énorme là. Ah oui. Ah non, merde, j'en souviens plus. Il est tellement bien. Mais ce après personnage. il maigrit. Ouais. Il est énorme au Arrête, début. On dirait My Hero Academia, le mec qui est en jaune. Il faut déjà, il a plus ou moins le même nom là. Il vient de quelque part. Ouais, non mais c'est vrai maintenant que tu me dis, ouais. Donc on lui a évidemment parlé de Kaijin Fugeki dans l'interview, on pouvait pas passer à côté. Ce manga est donc sorti le 29 mai en France 2025 et sans trop en dévoiler, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était l'intention derrière ce projet ? Qu'est-ce que vous aviez envie de dire, de raconter ou tenter de nouveau à travers cette œuvre ? Eh bien, voyons. À propos de Kaijin Fugeki, en fait, je dirais vers 20 ans, enfin, pas exactement 20 ans, mais à cette époque, je n'étais pas encore mangaka.
Mais même avant de devenir mangaka, je m'intéressais énormément au temple shintoïste. En fait, je faisais la tournée des sanctuaires à moto et je me disais que peut-être un jour, ça pourrait prendre une forme artistique. Quelque chose à intégrer dans un manga. Le shintoïsme, c'est compliqué, vraiment compliqué. Même pour les Japonais, ce n'est pas facile à comprendre. Et moi, à cette époque, je ne savais pas comment traiter tout ça dans un manga. J'en ai quand même parlé un peu dans Enfer et Paradis, mais comme c'est surtout un manga d'arts martiaux, le shintoïsme n'était qu'un élément secondaire, complémentaire, un peu un pilier supplémentaire. Du coup, je n'avais pas vraiment pu explorer pleinement cet univers. Maintenant, après 30 ans de carrière, je me dis que c'est le moment idéal pour m'y consacrer. Je ne suis pas sûr à 100% de pouvoir le faire parfaitement, mais si j'attends, ça sera trop tard. En vieillissant, ça deviendra encore plus difficile. Et avant, je n'en étais tout simplement pas capable. Donc je pense que c'est le moment précis. Pour expliquer un peu ma démarche, je pars toujours de deux histoires. La première, c'est celle qu'on connaît, l'histoire officielle, le progrès de l'humanité, le développement de la société, la science, la technique, l'histoire de la connaissance. Et puis il y a l'autre histoire, celle qu'on ne voit pas. L'invisible, la spiritualité, les rituels dans les villages, les coutumes anciennes, ce qui reste caché derrière l'histoire officielle. C'est cette partie qui m'intéresse le plus, celle qu'on ne voit pas, celle qui est souvent écrasée par le récit officiel. Mon objectif, c'est de représenter l'invisible. C'est aussi ce que je faisais déjà dans Air Gear, où je devais dessiner ce qu'on ne voit pas comme l'air. Pour le rendre perceptible, je montrais des feuilles qui volaient, de la poussière en suspension, je pouvais même changer la couleur de l'air. Tout ça pour que le lecteur sente sa présence, même si on ne la voit pas. Avec Kaijin Fugeki, c'est encore plus abstrait. Il s'agit de représenter l'invisible pur, des notions, des concepts. C'est vraiment difficile, mais justement, c'est ce défi qui me motive. C'est le cœur de mon travail aujourd'hui et c'est ce qui me pousse à continuer à explorer ce que le manga peut montrer de l'invisible. Ça t'inspire quoi, toi, Joe, cette réponse ? Bah là, on est un peu dans une dimension beaucoup plus philosophique qu'on pouvait voir avant. Ogret, il dit, il a 50 ans passés, 53 même pour être précis, et il cherche plus la vitesse d'Air Gear, il cherche maintenant l'invisible. Il fait ce petit parallèle entre l'air qu'il voulait rendre visible avant, et là, j'ai l'impression que c'est la spiritualité qu'il veut rendre tangible aujourd'hui. Kaijin Fugeki, c'est clairement son œuvre de maturité pour moi parce que il est au-delà, quoi. Il est au-delà de tout ce qu'il a fait avant. Est-ce que pour approfondir un petit peu le résumé et l'histoire de Kaijin Fugeki, on est donc sur des dieux inspirés. On le maîtrise pas forcément en lisant simplement le manga, mais a priori par le shintoïsme. Donc on peut même, nous, en tant que lecteurs français, se dire que c'est des sortes de yokai qui deviennent dangereux, qui deviennent violents et qui vont s'attaquer à l'être humain, détruire des villes entières. Et donc, par le spectromagnétisme, ces chamans dansent pour avoir un pouvoir, pour essayer de lutter contre ça. Mais en même temps, il y a aussi des vaisseaux spatiaux et ainsi de suite. Bref... Impossible à résumer. Oui, non, mais après, je crois qu'on l'avait dit quand on avait parlé de cette série à son lancement, mais oui, le Kagura, c'est une danse rituelle Shinto, donc pour marquer certains rituels, pour soit fêter les dieux, soit chercher à les apaiser comme on fait des offrandes. Et donc, il explore toute cette dynamique de coutumes, de rituels, qui sont parfois des rituels un peu cachés, parce que certaines choses ne sont transmises
transmises qu'à l'oral ou qui ont été perdues peut-être dans certaines régions, dans certaines cultures. Donc j'aime beaucoup cette dimension très humaniste de voir et d'ouvrir un peu les chakras pour dire hey, il y a autre chose que la science, il y a autre chose que la rationalité. Il y a le corps, il y a la sensation, il y a le fait d'être vivant dans un univers qui parfois est clairement hostile, quoi. Et même pour un lecteur de manga, juste un consommateur en fait de pop culture japonaise, quand il parle de rituels de village aussi, j'ai pensé à des films de Makoto Shinkai ou ce genre de choses qu'on peut voir aussi et finalement qu'on retrouve alors que le lien se fait pas du tout naturellement dans Kaijin Fugeki. Mais on a quand même des choses comme ça du Japon qu'on imagine nous de très loin, quoi. Oui, après je pense qu'il est clairement dans une optique de créer une espèce d'électrochoc parce que c'est vraiment du shintoïsme 3.0. Enfin, je veux dire, il crée des espèces de bâtiments, les torii sont magnifiques, mais ils sont gigantesques. Enfin, il y a vraiment une espèce de recentrer sur le sacré, mais le sacré comme quelque chose de normal, comme quelque chose de quotidien, comme quelque chose qui doit être honoré, mais qui n'est pas vraiment prosélyte. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas du tout le même rapport qu'on peut avoir dans d'autres religions plus monothéistes. Hein. Enfin, je pense que ça joue aussi. Et que là, la question de la pluralité, de vivre ensemble, d'accepter des choses qui sont peut-être pas acceptables à première vue, c'est un peu l'essence de cet univers-là. Pendant notre interview, on voyait le temps qui passait, il répondait, c'était assez long. Alors, faut toujours s'imaginer, avoir en tête que nous, on pose des questions, qu'ensuite ces questions sont traduites par l'interprète, que lui, il y réfléchit quand même un instant, qu'ensuite il nous répond et que cette réponse est traduite. Donc 40 minutes, ça passe super vite à ce moment-là. Puis en plus, faut compter le temps de s'asseoir, le temps de dire bonjour, le temps de se caler. Donc on a dû passer, on n'a pas donc très peu parlé d'Enfer et Paradis, on n'a pas du tout parlé de Björk Trinity avec lui, mais bon, on a essayé de parler plus largement aussi de sa carrière. Aujourd'hui, vous, comment vous qualifiez les mangas, le style d'O-Great? Là, c'est question à nous. Hein, ouais, à toi, Johnny. À toi d'ailleurs. Oui, moi, franchement, depuis Enfer et Paradis et jusqu'à aujourd'hui avec Kaijin Fugeki, j'ai l'impression qu'il a toujours cherché à repousser ses limites du dessin et de la narration en général. Et au final, son œuvre, c'est une collision, franchement une collision permanente entre le corps et l'esprit. On reconnaît son style en une fraction de seconde, que ce soit en termes de dessin, en mise en page ou cadrage. Je dis ça, mais c'est faux parce que la dernière œuvre dont on va parler, honnêtement, si on m'avait pas dit que c'était lui, j'aurais pas dit que c'était lui. Mais dans la plupart du temps, on sait que O-Great, c'est O-Great. Et au-delà de la technique, il y a une vraie philosophie du chaos derrière. Il dessine pas juste des combats, il essaye pas juste de mettre une image. Il fait du dessin avec une force invisible, la gravité, le vent, le désir, la foi. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que même après 30 ans de carrière, il continue d'expérimenter. Moi, je trouve qu'au final, O-Great aujourd'hui, c'est un dessinateur qui a commencé par vouloir dessiner de l'air et qui, 3 décennies plus tard, il essaye de dessiner l'âme maintenant. Putain, c'est beau en fait. Oh, c'est beau ce que tu dis. J'aurais dû garder ça pour ma conclusion. Bon voilà, attends, si tu veux, on termine l'émission maintenant. J'ai plus rien à dire après ça. Et tu fais un drop mic et tu pousses ton micro, mais doucement pour pas le casser. Non mais c'est vrai que c'est un auteur que j'apprécie beaucoup et de voir son évolution là en 30 ans, ça me dit que moi j'ai pas fait grand chose, tu vois. Julie, c'est faux. Portes quel regard toi sur cette carrière comme ça de long en large? En fait c'est quelqu'un comme je disais, c'est pas un auteur que j'ai suivi de très, enfin voilà, je savais qu'il était là et qu'il faisait des belles choses, mais je n'ai pas beaucoup eu l'occasion de le rencontrer, quoi, sauf quand il a fait donc Bakemonogatari, où là je me suis dit je vais pouvoir rattacher les wagons. Et je suis vraiment très contente qu'il y ait eu cette occasion de le rencontrer. Après, il a fait des masterclass, il a fait des dédicaces pendant Japan Expo. Il a dit des trucs cool dans la masterclass. Ouais, mais ce qui était passionnant, c'est que je pense que parce qu'il était un peu ému, peut-être un peu nerveux, il a donc l'idée, c'était qu'il fasse un live drawing tout en répondant à des questions. Et évidemment, c'est compliqué. Et déjà, il n'a pas perdu la main. C'est vraiment, tu vois Iki qui sort comme ça des limbes. Tu fais waouh. Et le truc, c'est que il était
enfin, je veux dire, il a voulu bien faire, donc il apportait des questions et des réponses, voilà, très honnêtes, très structurées. Mais à côté de ça, il était quand même, comment dire, empêché de travailler sur son dessin. Donc, il n'avait pas fini et il était là genre zut, mon tantôt va encore me taper sur les doigts, je vais avoir du retard. Enfin, tu vois, donc c'est vraiment une belle personne en fait. Et qui était au plus très 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 agréable à côtoyer pour le coup. Je pense que vraiment, s'il avait eu le temps, si on parlait couramment japonais avec Joe, on lui proposait une bière, il disait oui. Oui, on est d'accord qu'il était dans cette ambiance clairement. Oh, peut-être un ambiance whisky, mais ouais. mais ouais. L'alcool est évidemment dangereux pour la santé, à boire avec modération. Suite de cette interview, donc là on se concentre pas sur une œuvre précise, on lui parle de son trait, de son découpage, de ses compositions qui sont immédiatement reconnaissables. Comment, O'Great, définiriez-vous votre langage visuel aujourd'hui? Est-ce qu'il a évolué avec le temps, au contact d'œuvres, ou si vous devez choisir quelques mots, qu'est-ce que ça serait? Dites-nous tout. Comment vous définiriez votre langage visuel? そうですね、変わったとは自分では思ってないです。技術が向上しているとは思ってますけれども、Eh bien, je ne pense pas que mon style ait vraiment changé. Enfin, c'est sûr que techniquement, j'ai fait des progrès. Mais mes thèmes, eux, restent les mêmes depuis toujours. Pour moi, l'important, c'est de montrer les deux pôles, le yin et le yang, ou le positif et le négatif. Quand je construis une image, je pense toujours à l'espace ouvert et à l'espace très concentré, aux parties dures et aux parties molles, ou les perspectives, le loin et le proche, tout ça en même temps. Et ces deux extrêmes, je les mets toujours dans la même image. Si quelque chose est très dur et énorme, il y a toujours quelque chose de petit, délicat, fragile, juste à côté. Et s'il y a un objet gigantesque dans le ciel, j'essaie qu'il y ait quelque chose de presque invisible, comme l'air. Voilà, pour moi, c'est exactement ça mon thème de composition. Toujours créer les deux extrêmes, mais rassemblés ensemble. C'est marrant, on pense pas, quand on pense O'Great, on ne pense pas qu'il réfléchit à ce point à son art. Ouais, je pensais qu'il dessinait que des petits culs ou des trucs comme ça, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment cette collision permanente, elle transmet dans ce passage, c'est son dessin, sa narration, c'est un dialogue permanent entre les contraires et les opposés, mais là tu le sens que lui il l'exprime de manière intelligible et tu fais d'accord, donc tu as tout ça dans ta tête avant de poser ton crayon sur ta planche. Ok. Good luck. Moi je trouve que c'est sans doute pour ça que j'ai vraiment accroché à Bakemonogatari, parce que je trouve que son concept de yin yang, c'est dans cette œuvre qui s'est vraiment pleinement révélé. Comme il le dit lui-même, il a exit les trames, exit l'entre-deux, quoi. Enfin vraiment le contraste noir-blanc, des choses très nettes, très tranchées. Et moi j'aimais beaucoup le fait qu'il propose aussi des clés d'analyse sur sa propre œuvre. Lors de cette interview, et qu'il sorte de la case dessinateur de culottes, qui était souvent ou peut-être trop longtemps collé à son nom, et qui finalement est très réductrice. Parce que oui, il est un auteur très sensuel, et je pense qu'il a aussi pris parti, de tirer profit de cet intérêt commercial, d'aller vers l'érotisme ou des choses un peu aguicheuses. Mais le propos qu'il propose à chaque fois est toujours construit, enrichissant. Enfin, c'est à la fois léger et très très construit à la fois, quoi. C'est marrant. C'est comme il dit, c'est les deux ensemble. C'est pas gratuit, je sais pas. Parce qu'en fait, moi, j'ai une théorie. Je vais vous l'exposer, vous la validez ou non. Mais effectivement, c'est un manga qui a commencé par du hentai, par du manga érotique, qui ensuite a fait Enfer et Paradis. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fanservice dedans, c'est une évidence, couvre tome 1. Ensuite, il a fait Ergir. Pas Ergir, en fait, dès le tome 1, il y a du fanservice absolument, absolument partout, puis ça continue, ça ne s'arrête pas. Kaijin Fugeki, on le lit aujourd'hui. Et moi, franchement, le tome 1 de Kaijin Fugeki, je me suis dit, non, mais il abuse. Oui. Franchement, il y en a quand même beaucoup. Et après, j'ai relu Ergir après Kaijin Fugeki, j'ai fait,
Ah non, ça va. Il s'est calmé. Non, en fait, ça va. Tranquille. Je pensais, mais pas du tout. Tout ça pour dire que Kaijin Fugeki, qui est un manga assez complexe, assez dense, pas forcément évident à comprendre, surtout avec ses compositions qui sont très chargées, qui a beaucoup de traits, c'est pas tout de suite très simple à lire. Et comme il est prépublié dans le Shonen Magazine, qui est quand même un magazine commercial, populaire, qui s'adresse aux plus jeunes et aux ados, je me suis dit qu'il passait par le fanservice pour accrocher ses lecteurs sur son univers super dense. Bah, c'est pas une mauvaise idée. Enfin, je pense c'est ce que je me suis dit qu'il faisait. C'est un ingrédient parmi d'autres. Et après, je pense le Shonen Magazine, il est un peu plus... peut-être qu'il commence plus vers 12-14 ans. Ouais. C'est pas Shonen Jump où là vraiment la barre est 7, 8, voilà. Ouais. Et encore moi j'aurais dit 10 mais bon eux ils disent 8 bon. Et je trouve que la question du fanservice de toute façon elle est épineuse en Alors 2025. voilà, ça c'est la question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qu'on peut dire du fanservice d'O-Great aujourd'hui? Alors il y a le fanservice de l'époque et le fanservice de Kaijin Fugeki. On est vraiment sur différentes époques et il a évolué, je trouve. Oui, et puis moi je trouve, ce qui était compliqué, c'est que, il y avait ces petites nénettes, mais qui ont toujours du caractère, qui sont pas des cruches. Je trouve les personnages féminins ont quand même beaucoup de profondeur. Et c'est marrant en fait de voir le fait qu'il soit passé par la case Bakemonogatari, qui est quand même un harem manga, quoi qu'on en dise. Et c'est marrant parce que en fait c'est une série qui avait déjà 10 ans de vie quand il a proposé donc de s'y atteler. Et que en 10 ans, peut-être les choses avaient quand même un peu évolué. Mais lui, il est resté collé au texte. Donc, 10 ans après la fin de ce roman, qui était très populaire, t'as quand même du fanservice, et là, très appuyé. Et je trouve que dans Kaijin Fugeki, c'est différent au sens où il y a aussi la planche de salut qui est la référence au Shinto, qui est quand même une religion animiste, où les pôles, donc que ça soit clair-obscur, un peu comme dans le yin et le yang. Alors moi, quand il me parle du yin et le yang, je comprends rien. Féminin, masculin. Moi, je suis largué à ce moment-là. C'est important en fait. C'est tout la vision de l'univers et en fait l'histoire de la circulation des énergies entre les deux pôles, donc qui peuvent être le blanc, le noir, le clair, l'obscur, le chaud, le froid, le féminin, le masculin. Donc c'est une espèce de comme ça, et le fait que ça roule, en fait, que ces énergies s'alternent, fait que le monde tourne et que le monde est monde. Donc je suis pas étonnée qu'il aille vers ce genre de création. Mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué en tant que créateur de manga, parce que oui, on a un regard qui est devenu beaucoup plus critique. Après, pour le coup, le fanservice dans Kaijin Fugeki, il est autant féminin que masculin. Oui, les mecs, c'est quand même des beaux gosses. Oui. On a beaucoup plus de fanservice. Dans Air Gear aussi. Ouais. Il y avait beaucoup de nudité masculine par rapport à d'autres. Iki, il était non-stop à poil. Oui, mais il était tout seul. Mais il se prend un pétard dans les fesses dès le tome 1. Oui, super le fanservice. Un petit pétard dans les fesses. Non, mais c'est vrai qu'il a vachement évolué avec ça, et il va en parler un peu après. Alors justement, on peut l'écouter. Il nous restait une question, il nous restait un petit peu de temps. On a essayé de lui poser une question à ce sujet. Fallait trouver la formulation, c'était pas évident. Donc, Great, votre usage des corps féminins et masculins est quand même particulier, exagéré, stylisé, très sensuel. Comment vous abordez l'érotisme dans votre dessin sans tomber dans de la simple provocation? Alors, la sensualité chez les humains. Enfin, selon moi, ça peut être créé très artificiellement. Même simplement le geste de prendre une bouteille, enfin pas seulement une bouteille de jus, mais ce genre de geste peut déjà être écrit de manière érotique, sensuelle. Et ce qui rend ce geste sensuel, c'est, je pense, le point de vue de celui qui regarde. Par exemple, si mon éditeur prend cette bouteille et que je le regarde, eh bien je ne ressens aucune sensualité. Mais si quelqu'un l'adore et regarde ce geste, il le trouvera probablement très sensuel. Rien qu'en prenant une bouteille, il s'agit donc de changer le point de vue. C'est le thème principal de ma façon de dessiner. En d'autres termes, le regard. Selon quelle perspective je dessine. Quand je veux que ça soit érotique,
Je dessine du point de vue de celui qui le voit comme érotique. Quand je ne veux pas que ça soit érotique, je dessine de mon propre point de vue. Et puis, selon la situation, quand ni la subjectivité d'un observateur ni la mienne ne sont nécessaires, j'essaye de dessiner aussi objectivement et esthétiquement que possible. Même un corps nu ou des parties sexuelles, si elles sont dessinées de manière très esthétique, ça ne paraît pas forcément érotique. Et si je veux que cela paraisse érotique, je fais en sorte de déstabiliser un peu cette beauté, modifier légèrement la perfection de la forme pour que le côté érotique puisse ressortir. Quand on nous a traduit cette question, je me suis dit, c'est un artiste. Ouais. Bah là, c'est vrai que nous, on met fan service. Moi, j'ai le côté tout de suite péjoratif de ces termes-là. Alors que là, lui, il n'utilise pas, dans tous ses propos, il n'utilise pas le fan service comme un ressort commercial. Pour lui, c'est un regard. Chez lui, la sensualité ou l'érotisme, c'est pas une question de nudité, mais c'est une question de perspective et de point de vue. Et moi, j'ai trouvé ça assez incroyable quand j'ai entendu ça, parce que je me suis dit, putain, je peux dire à tout le monde que je regarde du fan service maintenant, parce qu'en vrai, c'est trop stylé. Mais honnêtement, j'avais ce côté avant cette interview. Moi j'aime les artistes, alors c'est pour ça. C'est vrai qu'avant cette interview, après ça se trouve c'est du bullshit, hein, le mec il a dit ça pour faire joli, mais ça n'empêche que c'est vrai qu'avant cette interview, pour moi le fan service était très péjoratif, mais quand lui il explique avec ses propres mots sur ce qu'il estime être la sensualité, ce qu'est l'érotisme, bah c'est pas du tout ce que nous on croit, toi. Non, mais ça n'empêche pas que dans Kaijin Fugeki, il y a deux filles qui se tripotent. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'entends. Revenons aussi sur Terre. Donc ça, c'est sa vision d'artiste et elle est absolument pas contestable. Mais oui, nous, en tant que lecteurs de 2025, on fait était-ce vraiment nécessaire ? Ça, c'est plus quelque chose de comique finalement, je pense. Et c'est ça qui est difficile des fois parce que. Alors, vaut mieux le prendre comme ça, c'est clair. La culture fait que des fois, on a du mal à savoir où est la limite entre quelque chose qui est comique, quelque chose qui est un peu plus grivois, voire même carrément vulgaire. Et pour le coup, j'ai jamais trouvé que c'était vulgaire. Après, j'ai peut-être occulté certaines scènes. Kaijin Fugeki, non, c'est pas vulgaire, oui. On est d'accord. Ouais, pour l'instant, on est sur 3 tomes assez frais, tu vois. Ouais. Et tu vois, quand il dit qu'il n'y a pas de subjectivité, ou quand il essaie de retranscrire pas de subjectivité ou un observateur qui soit ni la sienne ou quelqu'un d'autre, juste un corps nu, et pour ça, il fait objectivement un corps esthétiquement très beau. C'est ce que j'ai vu avec son dernière œuvre en BD. Quand il y a le robot qui est tout nu, qui est en l'air, etc. Là, il n'y a pas du tout de sensualité et d'érotisme. C'est juste... on exprime le fait que ça soit un robot qui est là, qui n'a pas de sentiments et qui est au final mis à nu. Quand il a dit ça, j'ai pensé tout de suite à cette planche. Eh bien, c'est la transition pour terminer cette émission, puisque O-Great va sortir une bande dessinée. Une bande dessinée, c'est vraiment une BD franco-belge, comme on fait une bande dessinée quoi. Ça va être publié par les éditions Kana au début de l'année prochaine, au début 2026. Ça a été annoncé il y a maintenant un bon mois. Le résumé de cette BD qui s'appelle Smoke comme la fumée en anglais. On est dans un futur lointain. Le monde s'est reconstruit autour d'une idéologie froide, l'optimisation absolue du temps et de l'énergie humaine. Grâce aux intelligences artificielles, aux IA omniprésente et aux puces neuronales, toute tâche jugée superflue est automatiquement prise en charge par la machine. Les émotions et la spontanéité ne sont plus tolérées et considérées comme des pathologies de troubles de la pensée. Un robot navigateur, jadis enfant sensible brisé par ce système, accompagne Smoke, un livreur en marche vers une destination interdite. T'as pensé quoi de cette bande dessinée alors, Joe qui... Donc on a eu la chance on est chanceux, on a pu la lire bien avant sa sortie au début de l'année prochaine. Contrairement à ce que je vous avais dit plus haut, c'est vrai que j'aurais pas forcément deviné que c'était O-Great de prime abord, à part peut-être certains personnages féminins du début avec la nudité. Mais c'est vrai que le reste est assez original pour du O-Great, ne serait-ce que par le format et le médium utilisé. De toute façon, 70 pages en BD en format A4, j'en ai pas vu de O-Great comme ça. Et pour moi, il continue sa quête de spiritualité philosophique contemporaine. C'est assez intéressant et c'est une expérience inédite. Pour le coup, là, on peut rien dire. Non, mais c'est clair. Et si on m'avait dit quel mangaka tu verrais créer une BD avec un éditeur franco-belge, j'aurais pas misé sur O-Great. Mais à la fin de cette émission-là, maintenant que j'ai écouté toutes les réponses de cette interview, qu'on en a parlé ensemble, je me dis, si, en fait, c'est évident. Je sais pas comment vous le voyez. Ouais. En fait, la BD, son propos, la démarche, tout est très intéressant. Surtout que là, on est à une période où tous les jours, on s'interroge sur l'usage des technologies qu'on ne comprend pas.
que ça soit des IA, des traducteurs automatiques, des assistants vocaux ou je sais pas quoi. Et là, je trouve que ces technologies-là, elles sont invasives en fait. Et là, ils poussent le curseur à fond. Et on voit que lui, il dit mais qu'est-ce qu'il arrive au stade ultime en fait de cette technologie. Et venant de quelqu'un qui a donc beaucoup mis en scène des jeunes épris de liberté, la question de l'omniprésence, de la surveillance via les robots, c'était une évidence en fait. Effectivement, c'est quand tu mets tous les wagons bout à bout, on se dit que c'est une très bonne idée qu'il a eue là. Ouais, non, et du coup, je me dis maintenant qu'il faut qu'il revienne en France pour nous parler de cette BD. Faut qu'il vienne la vendre, quoi. Et en plus, c'est abusé parce que c'était une de nos questions. Ou qu'est-ce qu'il pensait de l'IA? Est-ce que c'était pour lui plutôt un outil ou un concurrent? Et on n'a pas pu la poser, mais tu vois, et je savais même pas qu'il allait sortir cette BD. Donc ça aurait été très à propos. Après, faut qu'il revienne. Voilà. Il a quand même dit des choses sur les IA, sur les technologies, à la fois dans Kaigin Fujiki, ouais. pardon, et aussi dans cette BD Smoke. Et moi, je trouve que c'est là où il a son moteur. C'est vraiment un mangaka en fait du dépouillement. Il fait toujours, son mouvement, c'est d'aller vers le plus de rien. Enfin, il y a une espèce d'ascèse bouddhique presque. Hein, qu'est-ce qu'on fait quand il ne reste plus rien ou qu'il semble qu'il n'y ait plus rien? Et c'est déjà quelqu'un qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus curieux que ce qu'on en avait dit jusqu'à présent. Et moi, j'aurais effectivement plutôt aimé savoir le regard qu'il avait sur cette expérience en tant que dessinateur de bande dessinée, puisque là, il y a la couleur, le sens de lecture inversé. C'est une BD, c'est une BD, c'est donc tout en couleur. Et c'est de gauche à droite, effectivement, t'as failli te faire avoir. Ouais. Et puis, comme disait Johnny tout à l'heure, la narration est hyper dense parce qu'il y a très peu de pages par rapport à un manga qui compte à peu près 200 pages. Et là, c'est vraiment l'opposé de tout ce qu'il nous a proposé jusqu'à maintenant à travers ses mangas, quoi. Et puis, je trouve que symboliquement, c'est un message que je trouve très positif, très fraternel presque, d'avoir un auteur de son envergure, de sa renommée, qui se lance dans ce genre d'expérience. Bon, peut-être ça l'a amusé, hein, et j'espère qu'il y a pris du plaisir. Et j'ai cru comprendre que c'était une expérience très longue et complexe en termes d'emploi du temps. J'imagine que pour lui qui est habitué à aller vite, à bosser sur plusieurs projets en même temps, peut-être que c'était difficile d'essayer de mettre à plat des histoires que lui peut développer sur 10 pages. Et là, on lui dit non, t'en as 2. Tu dois dire autant en 2 pages seulement. Ça a dû lui faire bizarre. Et donc, moi, je trouve que, ce que j'en retiens, c'est que c'est quelqu'un qui vient à notre rencontre, nous qui sommes des lecteurs occidentaux, et c'est très beau. Et t'as aimé toi, Joe, cette BD? J'ai adoré. Franchement, je ne savais, au début, je me dis, je vais juste le feuilleter parce que comme ça, j'en parlerai à l'émission. Puis au final, comme il n'y avait pas beaucoup de texte, je me suis dit, je vais commencer à lire. Et puis je lis, ça s'étoffe un peu plus. Et puis au final, je me suis pas rendu compte, mais j'étais déjà à la moitié. Même s'il y avait que 70 pages, ça reste quand même des pages assez complètes. Et j'ai vraiment pas vu le temps passer. C'était super intéressant et surtout très esthétique et très léché. C'est les planches couleurs, les détails. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut voir dans un manga. Moi, ma seule frustration, c'est de l'avoir lu sur mon pauvre petit portable de 5 cm là. Et je me dis qu'en A4, par contre, ça va dégommer. Et j'ai vraiment adoré. C'était encore une nouvelle expérience inédite. Du coup, j'ai hâte de le voir à la sortie. Moi. Ouais, de voir la fabrication. Merci aux éditions Canard de nous avoir permis de lire Smoke bien avant cette sortie prévue donc pour le début de l'année 2026. Est-ce que vous avez un dernier mot, envie de rajouter une dernière chose au sujet de O-Great et de sa carrière et de cette interview? J'aimerais bien lui dire merci. Parce que vraiment, il nous a offert plein de trucs. Merci, O-Great. O-Great veut parler. Vas-y. Oui, salut, c'est Ogrette, soumis ma scène à tout le monde. Je voulais juste profiter de ce temps pour dire que Dloni était mon meilleur ami et que depuis qu'on se connaît, je trouve qu'il y a énormément de parallèles entre ma vie et la sienne, le petit gars de la campagne qui va faire de la moto et qui rêve de la ville. J'avais un scooter. J'adore Cholet, me coupe pas la parole, on est amis, mais n'abuse pas non plus. Et voilà, je voulais juste dire merci beaucoup à Dlo de m'avoir soutenu depuis le début.
Tu me coupes ça, tu rajoutes une voix japonaise et après c'est dans la boîte, c'est bon, on l'a. Très bien, merci Cagnard. Merci beaucoup d'avoir fait la voix officielle de Oh Great dans cette émission. Merci aux équipes des éditions Pika qui nous ont permis de le rencontrer, de pouvoir lui poser plein de questions, de passer un peu de temps avec lui, de pouvoir proposer cette émission. C'était très chouette et merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de vous intéresser un petit peu plus à sa carrière et à ses mangas. Air Gear, la réédition est toujours en cours pour Kaijin Fugeki. Il y a le tome 4 qui arrive le 3 décembre prochain, puis les 3 premiers tomes sont d'ores et déjà disponibles. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci. Merci. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un manga banger, comme on dit. C'est ça le mot, Joe? Banger. Banger, faut goat, faire le MDR, sous-côté. Sous-côté. On vous parle de Babel la semaine prochaine. Les 10 tomes sont sortis. On vous parle de tout Babel, même si vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir lu. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao. Salut. Salut. Merci.